Next Episode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, écoutez, je vais arrêter avec ce discours, j'ai envie de dire qu'encore une fois, aujourd'hui, les filles ont pris le pouvoir dans cette émission, ce qui est quand même extrêmement réjouissant. Non, déplaise aux garçons qui participent et que j'aime beaucoup, et à Jules qui réalise cette émission, désolé, voilà. Mais on est quand même majoritaire, donc c'est tant pis pour toi. Aujourd'hui, on parle d'un bodyguard à la mâchoire d'acier, à l'accent sauvagement écossais, et j'ai donc demandé une garde rapprochée, soit Perrine Kenson et Anaïs Bordage. Bonjour. Bonjour. Ah oui, vous faites les voix de petites comme ça, de petites. Bonsoir. Bonsoir. Parlez de bodyguard. La bodyguard. Avant de parler de cette série BBC bien tendue et actuellement dispo sur Netflix, l'info du jour. Le point Lost va être atteint dans 10 secondes, je ne peux pas m'en empêcher. Une info bonbon dont les fans de Lost, dont je suis, se réjouiront. Une interview de Terry O'Quinn, soit John Locke au magazine EW, dans laquelle il est question du final de la série. Quite honestly, I think they're both about the same. Some people might have thought it was great. Some people were dissatisfied. I think a lot of people were going to be dissatisfied, almost no matter what they did. I'm not exactly sure what they did, but... It was brilliant. I think the writing was brilliant. I was disappointed it was over. I could have done another bit of that. I had a great time with those people. And we were in Hawaii, and it was pretty wonderful. Je vais faire une traduction beaucoup plus courte, version Redux. Bon, il était à Hawaï, il était content. En substance, si vous n'avez rien compris à l'épisode final, lui non plus, mais Osef. Voilà. Moralité, John Locke est toujours la voix de la raison. Et maintenant, direction Londres. David, I'm signing you to the Home Secretary. Very good, Mum. To move up. Mum, this is Pia Spud. Pleasure to meet you, Mum. I'm late for the meeting. She's got an agenda to heighten fear and to seize power. That doesn't require apologising for the past. Did you mean what you said? I don't need you to vote for me. Are we facing a state of emergency? Only to protect me. Rest assured, Mum. I'll do what's required. Le sergent de police David Budd, un vétéran de guerre affligé de PTSD, travaille comme agent de protection des personnalités. Après avoir empêché une attaque terroriste, David se retrouve promu à la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur britannique, Julia Montag, dont la politique plutôt conservatrice, 12 euphémismes, représente tout ce qu'il méprise. Bienvenue chez les Parano, 8 épisodes sous tension en compagnie de Richard Madden. On dit oui ? Oui. Ah, on dit oui et me. Alors on commence par le oui franc et massif ou pour le me ? Perrine. Allez, punition. Non, on dit oui à Richard Madden. Ça, il y a aucun problème. Là, en réécoutant la bande-annonce, j'aime pas dans la vraie vie quand on m'appelle madame, mais lui il m'appelle mam quand il veut, quoi. Mais on dirait qu'il dit mum, surtout. J'ai l'impression qu'il m'appelle maman, ça me fait très bizarre, moi. Mais... Non, j'entends vraiment un bon petit mam avec un bon accent écossais, là. Donc, déjà, en fait, quand je me suis dit, j'ai regardé Bodyguard, je ne savais pas ce que j'allais regarder. Donc, premier choc, ça n'avait rien à voir avec le film avec Kevin Costner et Whitney Houston, du coup. Mais rien à voir. Donc première surprise. Et deuxième surprise, c'est qu'on arrive directement dans une scène dans un train méga tendue. Et ça faisait longtemps. Et j'étais très contente de voir ça à la télévision. C'est-à-dire que j'étais littéralement accrochée à mon canapé, pas tranquille du tout, avec une histoire de terrorisme, de kamikazes, de bombes qui risquent de péter à tout moment. Et là, j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est le personnage principal, ça m'étonnerait qu'il saute quand même, mais ça... Moi, que ce ne soit un flashback, je me suis vraiment dit ça, moi. Moi aussi, je me suis dit que c'était... un flashback, c'est la fin. Moi, j'ai dit, c'est un flash forward, c'est chaud et tout, c'est mort. Et donc, mais bon, voilà, c'était vraiment très, très tendu. Et cette scène-là m'a complètement mise, m'a lancée vraiment dans la série. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est un peu presque ce que je reprocherais dès le départ. En toute honnêteté, je n'ai pas encore tout à fait fini la série, donc je vais être tout à fait franche. Mais par contre, jusque-là, ce que je reproche, c'est presque que je ne retrouve jamais ce niveau de tension que j'ai ressenti dès la première scène. Donc le mouet vient aussi de là pour l'instant. Anaïs. Oui, effectivement, la première scène, ça m'a un peu rappelé The Night Of, qui, pour moi, m'avait un peu fait la même impression avec le pilote, qui était un des meilleurs pilotes que j'avais vu de tous les temps, quoi, où j'étais complètement accrochée à mon siège, et où après, la tension redescendait un petit peu, et je trouvais qu'on perdait un peu ce qui avait fait toute la beauté du premier épisode. Là, effectivement, c'est pareil, la scène d'ouverture est vraiment incroyable, et puis...
Après, disons que c'est un peu plus long, mais en même temps, je trouve que, en gros, pour moi, les 3 premiers épisodes, donc la moitié de la série, sont vraiment excellents. Précisons qu'il y en a de 6, c'est vrai. 3 épisodes, la moitié de la série. Voilà. Donc déjà, ça, on est reconnaissante parce qu'on aime bien les séries courtes parce qu'on a d'autres choses à faire. Et que Richard Madden a beau être magnifique, 6 épisodes, c'est très bien. Et en fait, effectivement, moi, les trucs de terrorisme, pareil que toi, Perrine, je savais pas du tout dans quoi je me lançais en regardant la série au début. Et quand j'ai vu cette scène d'ouverture, aussi excellente soit-elle, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie en fait de regarder un truc de terrorisme, vraiment pas. Mais je suis restée parce que la scène était vraiment incroyable et parce qu'il y a Richard Madden et que au-delà de Richard Madden, il y a aussi donc Keely Hawes, qui joue la ministre. Et en fait, l'atout principal de la série, c'est vraiment la tension tout court et tension sexuelle qui le feu, on peut le dire, voilà, le feu. Qui sur un se développe très vite entre les deux. Ouais. Sous la ceinture, ça chauffe, mais ça chauffe bien. Exactement. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui fait tout l'atout de la série, c'est que moi, en fait, j'avais un sourire mais collé sur le visage pendant les 3 premiers épisodes à cause de ça, parce que je disais, oh mon Dieu, ils se regardent, oh là là. Et en fait, après, on perd cette dynamique sans vouloir trop révéler ce qui se passe dans la deuxième partie. On n'a plus trop cette dynamique-là. Et donc, pour moi, les 3 derniers épisodes perdent vraiment ce qui faisait tout le charme du début de la série, quoi. Et c'est un peu dommage. Et après, on rentre vraiment plus dans du complot politique. Honnêtement, un peu mal écrit, un peu bourrin, un peu absurde, un peu cliché. Je n'ai pas trouvé, moi. Je trouvais que l'intrigue politique était plutôt bien tenue, en fait. Ah ouais? Moi, vraiment, plus ça avançait, j'ai eu aucun mal à adhérer à ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas que politique. Enfin, les gens impliqués ne sont pas que des politiques. Oui. Effectivement, il y a un grand truc parano là-dessus. Mais je trouve ça très intéressant aussi sur ce que ça raconte de la politique à l'intérieur même d'un parti, la gestion avec l'extérieur, etc., les jeux de pouvoir. J'ai trouvé ça vraiment pas si mal tenu. Et alors, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même tout un gros thème de la série qui est exploré, c'est le PTSD, enfin le stress post-traumatique de Richard Budd, donc le héros. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on parle souvent des vétérans dans la pop culture américaine et on parle pas souvent du fait que les Britanniques sont aussi partis faire la guerre et que en fait ils sont tout aussi fucked up quand ils rentrent que les Américains. Et donc David Budd l'illustre très très bien. Et donc c'est vrai que ça c'était la partie politique qui m'a le plus intéressée. Après je pense que moi je trouvais ça quand même un peu capillotracté, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut pas s'attendre à une analyse politique hyper fine dans la série, enfin personnellement, mais si on y va en voyant ça comme un guilty pleasure, ça fonctionne hyper bien et ça reste quand même très très bien rythmé, même si la deuxième partie m'a moins intéressée. C'est hyper efficace en fait. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les situations on les connaît, c'est-à-dire qu'on les a déjà vues. Le mec est là, il y a une bombe, le mec est là, il se passe un truc. Sauf que je trouve que les résolutions des moments de tension sont pas toujours celles auxquelles on s'attend en fait. Oui, il y a un peu de surprise par rapport à ça et surtout toujours avec ce qui est très intéressant, c'est que justement c'était un vétéran qui a fait l'Afghanistan, si je dis pas de bêtises, et donc c'est incroyable cette idée de presque sans arme ni violence chez lui, c'est-à-dire qu'il a une volonté de justement ne pas engranger un cercle de violence. C'est assez fascinant pour quelqu'un qui on se dit il a fait l'armée, ça pourrait être une tête brûlée. Non, il est pas du tout là-dedans, il est dans un apaisement. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que forcément donc ce traumatisme, cette qualité d'apaisement qu'il a chez lui vient en contradiction avec le côté assez guerrier de son parti politique, en tout cas de ses principes politiques très offensifs, etc. Donc il y a un côté sleeping with the enemy qui est un petit peu intéressant entre les deux, c'est ça qui contribue à la tension sexuelle évidemment, et surtout à un moment tu te dis genre mais où veux-tu en venir, enfin qu'est-ce qui fait quoi dans cette histoire, est-ce que c'est vraiment une attraction, et justement c'est ça qui est intéressant. Il y a 2 choses que je trouve assez fascinantes vraiment dans la série, c'est justement déjà ce personnage, donc avec le PTSD, etc. Et sa relation à sa femme. Il y a une vraie exploration sur la relation entre les deux. C'est-à-dire que il a plein de comportements qui ne vont pas avec sa femme. Quand il l'appelle Sue, tu comprends qu'il a déjà abusé, il a déjà déconné verbalement et peut-être dans d'autres gestes. Enfin, il n'y a peut-être pas eu de violence, mais en tout cas, il a été à mon avis un petit peu dur. Et il se rend compte de son comportement, il se rend compte de sa manière de la pressuriser régulièrement
régulièrement. Donc il y a une analyse un petit peu des comportements toxiques des hommes, et lui-même est toujours en excuse, ne sait pas comment presque arranger son comportement. Là où il est finalement avec les femmes qui l'entourent, notamment la ministre de l'Intérieur, il est au contraire plutôt hyper droit. C'est dans sa vie personnelle, il a du mal à essayer de retrouver une forme de, je sais pas comment dire, de normalité, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais d'apaisement, quoi. Ouais, une sorte d'apaisement qu'il n'a que dans son côté professionnel, mais pas du tout dans son côté personnel. Et justement, je parlais des femmes, mais c'est ça que je trouve assez incroyable dans la série, c'est que il n'y a que des femmes. Et des super personnages féminins, pour le coup. Féminins, c'est-à-dire que c'est techniquement le seul homme entouré par des femmes, et des femmes à que des postes de pouvoir. C'est quand même assez fascinant de faire une série comme ça, où sans devoir justifier parce qu'il fallait mettre des femmes ou non, c'est juste, c'est admis, c'est acquis, elles sont là et c'est comme ça. Elles sont là et c'est comme ça. C'est-à-dire, et je trouve que c'est génial de faire une série où on met des femmes à des postes de pouvoir sans qu'il y ait une besoin d'une justification, et qui normalise tout à fait le fait que les femmes ont aussi cette capacité à des postes de pouvoir. Arrêtez de vouloir mettre des hommes à cet endroit-là, quoi. Et pas que sur la place des femmes. Moi, en regardant la série, les 6 épisodes, je me suis rendu compte du fossé qu'il y avait entre la représentation de ce qu'on appelle les minorités dans les séries anglaises et chez nous. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue, là. Le flic est indien, sa collègue est noire, et ça n'est jamais ni souligné. C'est comme ça, en fait. C'est la vie anglaise. En fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pour le coup, en termes de représentation, la série, elle est, je trouve, d'une intelligence d'une sobriété aussi par rapport à ça, parce qu'elle n'en fait pas des caisses, elle n'est pas en train de souligner. Alors après, vers la fin, il y a quand même un petit passage où, pour le coup, tu sens qu'ils veulent quand même bien appuyer, où le sous-texte devient vraiment texte, quoi, où tu as littéralement un personnage musulman qui dit « Ah, vous pensiez que j'étais le genre de personnage qui est comme ça, mais en fait, je ne suis pas du tout comme ça », genre qui dit littéralement ça, quoi. Et tu sens qu'ils veulent quand même un peu s'autocongratuler pour avoir essayé de renverser un peu un cliché, même si je suis d'accord avec tout le reste de ce que vous avez dit. Il y a quand même un peu, moi, ce personnage-là qui m'a... Enfin, je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait, mais on sent quand même que c'est tellement ça, rare. On va pas raconter ce qui se passe, parce que du coup, c'est un énorme spoiler, mais pour le coup, c'est peut-être un peu moins... Effectivement, je comprends ce que tu veux dire sur la subtilité. Mais pardon, je vais être hyper vulgaire. Putain, ça n'arrive jamais que ce genre de personnage-là ait ce comportement-là. Enfin, c'est un peu réjouissant quand même. C'est clair, non. Et puis vraiment, comme tu le disais, la dynamique entre les deux, entre la ministre et son bodyguard, est hyper intéressante grâce à ça. Et là, encore une fois, elle le dit, mais en fait, j'en ai marre d'être avec des mecs qui ont peur de mon pouvoir, qui se sentent menacés par moi. Et donc là, le fait que ce soit renversé et que lui soit son subordonné, bah, ça rajoute une tension incroyable et une dynamique qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir à la télé. Donc ça, c'est vraiment super. On a beaucoup parlé de Richard Madden et de son jeu de mâchoire, en fait, et de son accent, même. On peut durer sur Richard Madden. Ouais. Saluons aussi cette formidable comédienne quand même, Kelly Howes, qui fait des merveilles dans un rôle qui est très compliqué, qui est parce qu'elle a un peu ce côté Brie Van de Kamp des débuts, ce personnage qui a tout pour qu'on la déteste, mais auquel on va s'attacher. Elle est hyper sèche, et en fait c'est ça qui est génial, c'est que alors déjà elle n'est pas du tout sexualisée de manière outrancière, quoi. Contrairement à Richard Madden qui est hyper objectifié dans toute la série. C'est la faute c'est écrit et réalisé que par des hommes, mais vraiment la manière dont elle est filmée est hyper respectueuse, et en même temps on comprend tout de suite pourquoi lui il a une attirance pour elle, quoi. Et c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'elle est quand même, c'est un personnage qui est très sec, qui est froid, qui est vraiment pas du tout sexualisé, et malgré tout l'alchimie entre les deux est telle que ça fonctionne complètement, et c'est plutôt lui qui est au contraire un peu un objet, quoi, dans la série, et qui est rarement habillé en fait, c'est pas grave. et on a vraiment rien contre ça. Non, et ce que je trouve aussi appréciable par rapport à donc ce personnage de Kelly Howes, c'est aussi l'autre personnage féminin de pouvoir aussi qu'on voit, c'est Gina McKee, qui était déjà dans The Thick of It, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un peu peur de me tromper, mais en tout cas elle était dans le film The Thick of It, enfin dans In the Loop, mais je crois qu'elle était aussi dans la série d'Armando Iannucci, et justement je retrouve un tout petit peu de The Thick of It dans Bodyguard. Rien à voir sur le ton. Rien à voir, puisque The Thick of It était une comédie, mais je retrouve quelque chose sur les arcanes du pouvoir, comment regarder comment ça se passe à l'intérieur d'un parti, à l'intérieur des bureaux, et comment les gens se parlent mal, techniquement.
pas très bien. Les gens se parlent pas super bien. Et cette espèce de concours, j'ai envie de dire un peu de concours de beats, même si encore là c'est majoritairement des femmes. Exactement ça. Et ultra présent entre tout le monde et encore une fois non sexualisé, puisque c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une histoire de pouvoir, et c'est là où c'est intelligent encore une fois dans la série, c'est que peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, le concours il est au même endroit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je veux dominer l'autre, je veux surpasser l'autre. Et je trouve que ça, c'est très très bien encore une fois représenté avec des mini-scènes aussi. Il y a une scène toute simple où elle débarque en voiture, elle croise un des mecs de son parti qui l'engueule en disant qu'elle veut prendre un peu la place du Premier ministre et elle l'envoie chier magnifiquement et l'autre derrière lui répond, enfin le bodyguard lui répond aussi une bonne petite phrase parce qu'il l'a insulté. Donc je suis métisse, c'est assez drôle. Et donc voilà, il y a quand même une intelligence, encore une fois, d'écriture et d'observation, en tout cas, des arcanes du pouvoir et comment ça fonctionne humainement entre ces gens-là. Et encore une fois, mal. Et même sur les personnages féminins qui ne sont pas des personnages de pouvoir, en l'occurrence la femme de David Budd, c'est pas une femme de pouvoir, mais c'est une femme qui est en charge et qui ne dépend de personne, en fait. C'est-à-dire que même si c'est la femme du vétéran, on comprend qu'elle a sa vie, en fait, qu'elle gère tout très bien, tout ce qu'elle a à faire. J'aime bien cette idée de personnage dépendant de personne, en fait. C'est-à-dire que lui est plus une charge pour elle que l'inverse. Totalement, puisqu'elle doit s'occuper de ses enfants, mais elle doit s'occuper de ce troisième gamin. Il y a ce troisième gamin qui arrive, qui réclame de l'attention, qui réclame de la présence, de l'affection énormément, mais qui en fait est potentiellement dangereux, potentiellement envahissant, et puis dangereux littéralement parce que son métier, et notamment avec l'histoire qui se passe dans la série, l'amène à les mettre en danger, tout simplement. Donc il y a quand même et cette femme, à un moment, lui dit bien, c'est bon, elle dit pardon, mais hashtag ma vie, quoi. Enfin. Cette femme qui est donc, faut le dire, la version adulte d'Emma Watson. Ça n'a frappé que moi. C'est quand même truc. Il y a un truc. Il y a un peu d'Emma Watson. Tout à fait. Notamment parce qu'elle est britannique. Mais et puis même dans le visage, il y a un truc assez. C'est les sourcils. Assez incroyable. C'est les sourcils. Donc, ouais, sans grand enthousiasme, si, quand même un peu. Non, si. En fait, c'est hyper bingeable, donc moi c'est juste que je trouve vraiment que l'analyse politique est vraiment pas du tout subtile et très limitée, mais c'est vraiment hyper efficace, c'est très bien rythmé. On a 2 acteurs principaux qui sont vraiment incroyables, on a de la tension sexuelle, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une bonne session de binge-watching, quoi. Mais une intrigue qui est pas non plus complètement détachée de ce qui se passe, c'est-à-dire que la loi qu'elle veut porter, une espèce de loi très intrusive, qui passe en rappeler un truc qui est vaguement passé chez nous. Oui. Donc je trouve ça pas complètement absurde non plus. Je comprends ce que tu veux dire sur des choses un peu... c'est juste que c'est un peu comme... en fait, pour moi, c'est un peu comme la première saison de Homeland, c'est-à-dire que c'était hyper efficace, vraiment hyper accrocheur. Et puis après, en fait, au bout d'un moment, ça commence à vraiment foutre complètement en l'air toutes les règles de... Sharmadon pleure beaucoup moins que Claire Danes aussi. C'est vrai. Et en même temps... il joue beaucoup des mâchoires. Ah ouais, moi, ça me dérange pas du tout quand il pleure. Je trouve ça très beau. C'est bon, un homme qui pleure. Mais non, mais voilà. Pour moi, c'est quand même pas hyper réaliste et ça part vraiment de plus en plus loin. Et j'ai trouvé personnellement le final quand même assez ridicule dans toute la disposition, dans tout ce qui se passe et à quelle j'ai adoré, moi, toute j'ai adoré me laisser qu'on accorde piéger, à ce mec. Voilà, je trouve que ça va quand même très très loin, mais en fait, on s'en fout parce que ça fonctionne quand même très bien. Et pour moi, vraiment, le plus gros problème, c'est que après l'épisode 3, il y a un changement dans la série qui fait qu'on regarde une série qui est quand même très différente de ce qu'on pensait regarder à la base. Et ça peut être une bonne chose, mais pour moi, j'ai perdu ce que je préférais dans la série, qui était vraiment la dynamique entre ces 2 personnages et toutes les scènes de cul qu'il y avait aussi, et qu'on perd un peu après. Et c'est quand même bien dommage. Appelons un chat un chat. Une reco avant la fin de cette émission, Perrine? Oui, j'ai pensé à une série qui n'est pas une découverte pour personne, mais qui me fait penser à ça, c'est 24 heures chrono. Bien sûr. Je pense à 24 heures chrono parce que il y a cette idée de tension, évidemment, c'est bien là, dans 24 heures, je vous refais pas la série, mais aussi avec l'idée tout simplement du président David Palmer, qui était un président noir, et c'était quelque chose qui était en avance sur son temps, puisque c'était avant Obama, et donc l'idée, encore une fois, de normaliser totalement quelque chose au petit écran, d'être en avance sur son temps, et
faire rentrer dans la tête des gens que bah oui, un président noir, c'est plus que possible. Et bah là, d'un seul coup, de mettre des personnages féminins, encore une fois, à des postes, à des positions comme ça, et des postes de pouvoir, et de manière tout aussi normalisée, tout aussi acceptée et acceptable, puisque ça l'est entièrement, mais il faut que ça, les gens le voient pour le croire. Tout le monde est un petit peu Saint Thomas dans cette affaire. Donc bah tant mieux. Et je trouve que à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai pensé à 24 heures. Et ben c'est drôle parce que tu sais que l'épisode 1 de Bodyguard m'a fait penser à l'épisode 1 de la saison 5 de 24 heures. Je suis pas aussi précise si tu te souviens. Je m'en souviens plus. Il est question de David Palmer en fait, où moi j'ai dû faire des pauses parce que je fais c'est pas vrai, ils viennent pas de faire ça quand même. Voilà, no spoiler. Et puis en plus, il y a un très bon personnage féminin qui est hyper diabolique en fait dans 24 heures. Comment ça s'appelle Nina, c'est ça Nina. Qui est vraiment une méchante. Moi, je crois que c'était la première fois que je voyais une méchante comme ça. Folie. Incroyable. Moi, je vais recommander une série qui a rien à voir, à part pour la tension sexuelle. C'est Insecure. La saison 2 s'est terminée il y a pas longtemps aux États-Unis et donc c'est sur une jeune femme qui vit à Los Angeles et qui hésite un peu entre plusieurs mecs et qui doit aussi gérer sa vie professionnelle, amicale. Voilà, c'est un peu similaire à Girls, quoi. Sauf que il y a des scènes de sexe, mais vraiment incroyables dans cette série, quoi. Il y a une tension sexuelle incroyable avec plusieurs personnages. Non mais vraiment c'est assez incroyable et pour moi ça fait partie des meilleures scènes de sexe qu'on a eu récemment à la télé avec de multiples personnages et encore une fois une objectification des hommes beaucoup plus que des femmes qui est hyper intéressante et voilà, donc si vous voulez du cul et de la tension sexuelle à chaque épisode, vraiment Insecure. Il y a aussi plein d'autres choses qui sont bien dans cette série, mais voilà, ça c'est quand même si pas mal. Si vous voulez du cul, suivez les conseils d'Anaïs Bordage. Merci voilà, Anaïs, merci Perrine Kenson. Next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure.